À partir du moment où on a choisi sa place, il y a de quoi faire. Et tout l'enjeu est de trouver comment nourrir cette place et comment nourrir les êtres qui te sont chers. Au départ, je pensais que ces rencontres m'aideraient à construire ma vision. Mais à chaque kilomètre, je me rends compte qu'elles font avancer tout le monde. Eux, moi et peut-être toi. Aujourd'hui, nous sommes au kilomètre 13. Mon kilomètre 13, il ressemble à la croisée des chemins entre une vie professionnelle aboutie et une vie familiale remplie. Alors moi, quand je réfléchissais à ma vie familiale par rapport à ma vie professionnelle, c'était plus les obligations que m'imposait la vie familiale en tant que maman ou future maman quand je ne l'étais pas. Euh, et à un moment, je me suis dit, parce que ça m'a quand même questionnée, hein, moi j'avais le schéma d'une maman qui n'avait pas travaillé, qui était au foyer. J'avais fait le choix de faire des études pour avoir une profession dans laquelle j'étais censée m'épanouir. J'avais la chance d'avoir accédé à l'entrepreneuriat. Et donc, quand s'est posée la question du choix entre la vie de famille et la vie professionnelle, je l'ai vécu d'abord comme une contrainte et puis après, j'ai essayé de dépasser le sujet de la contrainte en me disant: «Mais il n'y a pas de raison de faire un choix». Dans le kilomètre 13, c'est un petit peu aussi de se dire, on peut très bien faire les 2 en même temps, on peut très bien avoir la volonté de le faire en liant les 2 en même temps, en comprenant que pour arriver à avoir une vie familiale épanouie, c'est parce qu'on a une vie professionnelle épanouie et parce que j'ai une vie professionnelle épanouie, c'est parce que j'ai un équilibre familial. Donc tout ça, je me suis dit: «Tout ça, en fait, c'est une mayonnaise et puis toi, tu es là et tu vas devoir gérer les ingrédients, gérer les quantités et toute seule, hein, comme une grande, parce que c'est quelque chose qui se décide et qui se mène et qui se ressent un petit peu avec les tripes, parce que quand tu finis par réfléchir et pour s'éloigner de la culpabilité que peut se poser, que peut générer les questions que tu te poses, parce qu'il y a de toute façon, il y a toujours plus de raisons de ne pas faire les choses que de les faire. Donc pour évacuer cette culpabilité que tu peux nourrir à force de te poser des questions, à un moment, tu te dis, de toute façon, j'y suis parce que j'ai décidé d'y être, et il ne tient qu'à moi de trouver la mayonnaise et de trouver la recette pour que ça fonctionne. Voilà. Donc le kilomètre 13, à un moment, au kilomètre 13, moi, je pense que je serais déjà en difficulté. Mais je me dirais, c'est parce que tu es quand même là, parce que c'est toi qui as décidé d'y être. Hein, il n'y a personne qui t'a obligé. Donc, si tu as décidé d'y être, maintenant, il va falloir trouver la ressource pour faire en sorte que ça se passe le mieux. Si tu veux, c'est un petit peu aussi ce que j'ai vécu, moi, la croisée des chemins, quand c'est posé le questionnement de la vie de famille, parce que je voulais absolument pas renoncer à avoir des enfants. J'en ai 2, j'en espérais 3. Donc, c'était pas un renoncement pour moi. Et je me suis dit, de toute façon, il faut que tu comptes que sur toi. Et puis, c'est à toi de trouver voilà, cette recette qui va faire que tu vas t'épanouir et que tout autour de toi, ils ne vont pas subir, ni ton mari, ni tes enfants, ils ne vont pas subir ni ta vie de famille d'un côté, et mes associés. Hein, parce que quand je me suis associée, j'étais une femme avec 2 hommes. Et l'associé qui partait était aussi un homme. Donc les associés ont fait le choix de me faire confiance. Je pense que quand ils ont fait ce choix, ils ne se sont pas posé la question du genre. Ils ne se sont pas dit c'est une femme, ça sera mieux ou ça sera moins bien. Donc moi, à partir du moment où j'ai une relation qui n'était pas genrée avec mes associés, parce qu'elle n'a jamais été, je me suis dit, il n'y a personne qui doit, autre que moi, il n'y a personne qui doit subir cette dualité de fonction et les questionnements que cette dualité génère. Et je ne raisonne pas en termes de sacrifice, parce que mais parce que, encore une fois, tout ce que j'ai fait, j'ai décidé. Et si encore aujourd'hui, je décide de me mettre à disposition de mes enfants, si encore aujourd'hui, je décide d'essayer de faire mon métier de façon la plus complète et aboutie possible, et si encore aujourd'hui, je décide de continuer à faire du sport parce que ça me prend du temps et ça me bouffe de l'énergie, c'est pas un sacrifice. Je pense que c'est un tout qui fait que aujourd'hui, j'ai l'équilibre que j'ai. Donc, c'est pas des sacrifices, c'est des choix de vie. C'est des choix de vie, et à partir du moment où, quand on a des choix à faire, on raisonne, mais qu'on laisse aussi l'intuition guider, et puis le sentiment de se dire fais-le parce que tu sens qu'il faut le faire comme ça, même si on se plante, on ne peut pas avoir ni un regret ni un sacrifice et considérer que c'est un sacrifice. C'est juste une erreur de parcours. Donc il y a des erreurs de parcours, mais si à un moment on a choisi le parcours qu'on a emprunté et dans lequel finalement on s'est dit c'était une erreur, c'est ni un regret ni un sacrifice. À un moment, entre 2 mots, on choisit le moindre,
Entre deux situations, on choisit celle qui nous paraît la plus favorable. Entre deux choix, on choisit celui qui nous paraît le plus sensé. Mais encore une fois, à un moment, si on fait ce choix-là, en accord avec soi-même, c'est ça en fait qu'il faut essayer de faire. C'est toujours, dans la mesure du possible, le faire en accord avec soi-même. Parce que si à un moment, on le fait en accord avec soi-même, on peut se planter, mais on ne peut pas trop le regretter. Voilà. Alors, je crois que ça a commencé... bon, d'abord, le sport a toujours été intégré à mon emploi du temps. Bon, quand j'étais petite, je faisais du sport et j'allais à l'école. Quand j'étais étudiante, je faisais du sport, je faisais mes études. Et quand j'ai commencé à travailler, avant d'être maman, je faisais aussi beaucoup de sport en travaillant. Donc tout ça, c'est toujours intégré de façon naturelle dans mon emploi du temps. C'est-à-dire que j'allais au sport comme j'allais en cours, ou j'allais en sport comme j'allais au travail. Ça formait un tout. Je me suis questionnée quand je suis tombée enceinte et que j'ai eu mon premier enfant. Donc là, j'ai fait le choix d'abandonner le haut niveau qui avait des contraintes de déplacement et de temps, mais j'ai pas renoncé au sport. Et là, je me suis dit, il faut que tu intègres tes enfants dans cette routine. Donc mes enfants, ils ont appris à marcher, ils ont appris à faire du vélo, ils ont appris à tomber, ils ont appris à courir dans des gymnases. Ils étaient toujours de la partie. Après l'entraînement, quand je me douchais, je les mettais en pyjama, ils commençaient la nuit dans la voiture, et là finissaient dans le lit quand je les portais, et eux, je les voyais pleinement épanouis, donc je l'étais aussi. Et puis tout ça a fait que, je me souviens, Grégoire, qui au début a beaucoup plus assisté à des matchs de basket que sa sœur, très vite, il a compris le coup de sifflet, il savait quand il pouvait traverser le terrain et quand c'était interdit. Donc tout ça faisait que tout s'enclenchait dans une dynamique qui paraissait normale à tous, à eux et à moi. Et puis vogue la galère, quoi. On y était tous embarqués. Voilà. Donc après, j'avais peut-être des enfants assez faciles, hein, mais je pense que les enfants, ils ont une capacité d'adaptation extraordinaire, et ils s'adaptent au mouvement sans problème. Sans problème. Et donc aujourd'hui, grâce à ce mouvement, j'ai la joie de pouvoir participer avec mon fils voilà, à la même activité. Et c'est encore une façon de garder un lien, de continuer à échanger, d'avoir des sujets de discussion, de parler des mêmes personnes, des mêmes efforts, même si lui, il est là et que moi, je suis là. C'est un apprentissage. Le mot est juste. C'est un apprentissage. Donc moi, j'ai fait du judo et j'ai tiré énormément d'enseignements c'était mon premier sport. Je suis allée jusqu'à la ceinture noire. C'était le sport où j'étais la meilleure. Donc j'ai fait de belles compétitions. Et dans cet apprentissage, dans le judo, j'ai vite compris que j'étais seule. Voilà. Et j'ai d'autant plus compris que je faisais partie d'un petit club et que dans les compétitions nationales, je rejoignais des grands clubs, et souvent je partais dans des compétitions même sans coach. D'accord ? Donc, quand j'ai compris que j'étais seule parce qu'un sport individuel, tu es seule face à la défaite, seule sur le tatami, seule face à tes regrets, parce qu'en 30 secondes, le combat peut être plié, hein, il n'y a pas de repêchage là, dans un combat de judo. J'ai commencé à lire, j'étais jeune, j'ai commencé à lire, et ça se faisait pas autant que maintenant, des livres sur le mental. Voilà. Et en lisant ce genre de livres, j'ai compris que ça n'engage que moi ce que je suis en train de dire, hein, parce que voilà, j'ai absolument pas j'ai pas approfondi sur l'aspect scientifique de ce que j'ai lu, hein. Mais en tout cas, je me suis persuadée d'une chose, c'est que en lisant ça, le fait d'avoir des pensées positives n'amène que du positif, et le fait de voir le verre toujours plutôt à moitié plein qu'à moitié vide te permet de lever la tête et d'avoir un petit peu plus de hauteur par rapport aux situations difficiles que tu peux vivre. Donc, à partir de là, bon, ça valait ce que ça valait, mais quand j'avais de grosses compétitions, j'essayais toute seule de me mentaliser, toute seule dans le noir, allongée sur mon lit, de projeter le combat que j'allais faire, l'état d'esprit dans lequel j'allais avancer. Et cet apprentissage, je me suis rendu compte ensuite dans mes études, dans les examens euros, quand je passais des euros, quand j'étais seule face à un public, que ça m'avait beaucoup amené, que ça m'avait beaucoup apporté, parce que ça m'avait appris toujours à imaginer que j'étais en train de convaincre les personnes à qui je m'adressais, que même si je ne savais pas, ils ne savaient pas que je ne savais pas. Donc, est-ce que ça nourrit une certaine confiance qui a fait que, quand je suis rentrée dans la vie professionnelle et quand j'ai dû arbitrer la vie professionnelle et la vie privée,
j'ai décidé de me faire confiance. Voilà. J'ai décidé de me faire confiance. Quand, alors que ce n'était pas prévu, on m'a proposé de m'associer. Je ne l'avais pas du tout projeté. J'étais jeune, j'avais 28 ans. J'ai eu 2 propositions qui sont arrivées en même temps. Dans ma tête, pendant qu'on me parlait, j'avais envie de rire parce que tellement ça me paraissait surréaliste. Au début, je me suis dit, c'est pas pour moi, j'ai pas les moyens financiers, ça sera pas réalisable. Et puis, j'ai été voir le banquier m'a dit, mais oui, il faut le faire. Après, j'ai été voir mes associés qui m'ont dit, mais oui, il faut le faire. Et puis, quand j'ai vu qu'au fur et à mesure que j'avançais, les obstacles se levaient de façon assez naturelle, je me suis dit, ben oui, bien sûr, il faut le faire. Vas-y, quoi. Si les autres te font confiance, fais-toi confiance. Et, et après, quand j'ai choisi d'être maman et que je ne savais pas encore comment j'allais gérer ça, je me suis dit, mais de toute façon, tu le géreras. Alors, j'avais des craintes, hein, vraiment. Le temps de la première grossesse a été compliqué. J'ai partagé les craintes avec moi-même, mais elles étaient là, elles étaient vraiment là. Et à un moment, je me suis dit, mais si tu penses qu'au négatif, il n'y a que du négatif qui va sortir de cette situation. Donc, la grossesse vit là, de la même façon que tu vas vivre l'arrivée de ce premier enfant. Et voilà, mais tout ça, c'est un apprentissage, hein, ça ne vient pas du jour au lendemain. Des fois, on force un peu parce qu'on a tendance à voir les choses pas de façon très éclairée. Et donc, à ce moment-là, il faut se forcer à se dire non, non, mais attends, je vais mettre un nouvel éclairage pour avoir une autre façon de voir la chose et définitivement me convaincre que oui, finalement, il faut le faire. Mais ça ne vient pas comme ça. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, moi, cet apprentissage, il s'est nourri de mon parcours sportif. Parce que cet apprentissage, il a commencé avec le sport individuel, le judo, mais il s'est poursuivi et il s'est nourri aussi de mon expérience du collectif avec le basket. Parce que là, c'était encore une autre expérience. C'était plus facile à gérer parce que la responsabilité individuelle se dilue dans le collectif. Donc, tu peux t'autoriser à te dire, on a perdu, mais c'est pas que ma faute, parce que c'est vrai pour le coup. Mais d'un autre côté, tu apprends dans le collectif à te fondre dans les qualités des unes et les défauts des autres. Donc, moi, ça m'a intéressé, ça. Ça m'a intéressé parce que quand je me suis mis au service d'une équipe et que dans mon équipe, et c'était le cas, il y avait des filles qui étaient très fortes en attaque, qui scoraient, qui avaient la patte, quoi, hein, comme certains n'ont pas. Moi, je me suis dit, si tu dois jouer et si tu dois être dans les 5 majeurs, tu ne vas pas te mettre en compétition de celles qui scorent, tu vas te mettre au service de celles qui scorent et tu vas en défense être incontournable, quoi. Au niveau de la défense, au niveau de l'interception des ballons, voilà. Et bon, ça me correspondait hein, parce que j'avais envie d'avoir un jeu physique, mais je me suis nourrie de ce collectif et de cette réflexion pour me dire, tu vas trouver ton jeu qui va être un complément, parce que quand on est forte en attaque, on ne peut pas être à 100% en défense, parce que sinon tu es à 100% sur l'énergie que tu dépenses tout le temps pendant le match, et quelque part, voilà. Donc si tu as une fille si dans ton équipe tu as la chance d'une fille qui dans n'importe quelle position saute en l'air et rentre le panier, il faut que tu la mettes dans les meilleures conditions, quoi. Tu vois. Donc ça, c'était super intéressant aussi. Et j'avais un coach qui était aussi dans cette démarche et qui a su utiliser, tu vois, donc, tu vois, ça, c'est pour te dire aussi que on interagit. La vie familiale et la vie professionnelle, c'est de l'interaction avec les autres. Et dans cette interaction, il y a de la manipulation. Mais quand je parle de manipulation, moi, je parle de manipulation bienveillante. C'est-à-dire que quand tu es dans ta vie de famille, tu élèves tes enfants parce que tu les manipules. D'une façon ou d'une autre, tu fais en sorte de les amener où tu as envie de les amener, de les élever pour atteindre un certain type de comportement parce que tu estimes, toi, que c'est le bon, c'est la manipulation bienveillante. Dans le couple, c'est de la manipulation. Dans le sport, dans une équipe, c'est de la manipulation aussi. Mais tout ça, il faut le faire de façon positive. Et tout ça, ça te nourrit et ça nourrit tes choix aussi. Après, il faut... Il y a deux choses. Ouais. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que la vie, elle n'est pas aussi dure que ce qu'on nous fait croire. Et effectivement, le piège à éviter dans la situation où tu veux mener de front plusieurs choses, c'est la victimisation. Ça, c'est le piège à éviter. C'est à un moment de rentrer chez toi, de te dire ouais, mais j'en ai marre, tout repose sur mes épaules, je suis à la fois maman, je suis à l'entreprise. Ça ne fonctionne pas, ça. Parce que d'abord, tu emmerdes les autres. Ils n'ont pas à subir le fait que tu es fatigué parce que tu as choisi à un moment et de faire du sport et de travailler et d'être maman. Donc, tu fais subir aux autres quelque part ce que tu as choisi.
Et puis en même temps, je vais prendre un exemple idiot, mais qui est pour moi révélateur, quand je discute avec des gens qui vivent un obstacle de parcours dans leur couple, soit parce qu'ils se séparent, soit parce qu'il y a une tromperie, bon, un obstacle de parcours dans le couple, j'ai du mal à entendre « je ne mérite pas ça ». Voilà. Peut-être, mais peut-être un peu que oui aussi. Parce que de toute façon, rien n'arrive. La seule chose qu'on ne mérite pas et la seule chose qu'on ne maîtrise pas, c'est la maladie. Mais pour le reste, on est quand même aux manettes. Peu ou prou, on est aux manettes. Il y a une chose, effectivement, qu'on subit, c'est la maladie. Mais le reste, ça ne se subit pas. Donc, si tu choisis effectivement un moment d'être sur plusieurs fronts, et même si à un moment c'est fatigant, on n'est jamais une victime de ce genre de choses. Voilà. D'abord, parce qu'on a la santé pour mener tous ces fronts-là, et puis à un moment, si on est là, c'est parce qu'on a décidé d'y être. Donc c'est intéressant, c'est pour ça que je rebondis quand tu dis « on nous dit que ». Voilà. Mais on nous dit que, ben ouais, peut-être, mais non. C'est surtout comment on le vit et comment on choisit de le vivre et de le ressentir. Alors, je garde en tête que, encore une fois, personne ne m'a obligé à le faire, ce marathon. Donc, si j'ai choisi de le faire, ben, je me dois à moi-même de le finir. Je ne sais pas encore dans quelles conditions je vais le finir parce que j'en suis au 13e et je commence à souffrir. Je me dis, alors ça, voilà, c'est le premier point que je me dis. Le deuxième point que je me dis, c'est que je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé, donc je vais commencer à ressentir des douleurs, je vais commencer à avoir des difficultés à réguler ma respiration, mais je vais essayer de me recentrer et puis de trouver en moi les ressources qui vont faire qu'à un moment, et on sait que ça existe parce qu'on l'a tous vécu, l'esprit va se dissocier du corps. Donc je vais commencer à essayer de nourrir mon mental, et le peu enfin en tout cas ce qui me reste au 13e kilomètre, pour me dire, bon écoute, maintenant je vais compter sur toi pour oublier le reste, la mécanique, et tirer la mécanique avec le cerveau. Voilà. Je pense que ce serait la démarche que j'aurais. Je pense que je commencerai à penser à des choses positives qui me font plaisir, à la joie que je vais avoir quand je vais arriver, à la joie que j'aurai de dire à mes enfants « je ne pensais pas le finir, je l'ai terminé », à toutes les joies que j'ai vécues dans le sport quand je savais ou quand je pensais que je n'allais pas y arriver et qu'à la fin, la satisfaction de la victoire ou de la médaille m'a fait oublier toute cette douleur et tous les sacrifices d'entraînement, et les temps qu'on y met, et puis le mental qu'on dépense, parce que des fois on n'a pas envie, et puis on se dit non mais il faut le faire parce que tu t'es engagé. Donc je vais repenser à tout ça, je vais déjà me projeter sur le plaisir que je vais avoir à l'arrivée, et je vais essayer de me nourrir de ça pour continuer à avancer jusqu'au 42e. Moi j'ai eu au judo, c'était compliqué, c'était le mental. J'ai frôlé beaucoup de ruptures mentales. Encore une fois, parce que souvent j'étais seule et c'était difficile. Et d'ailleurs, la dernière, j'ai eu une rupture. J'ai eu une rupture, je devais aller au championnat de France. Je me souviens très bien, j'étais en terminale. À cette époque-là, je jouais au basket en National 3. Je devais aller au championnat de France. J'avais dit que je ne serais pas là au match parce qu'ils savaient que je donnais la priorité au grand rendez-vous quand j'en avais avec le judo. Et je me suis dégonflée. J'y suis pas allée. Et je suis allée faire mon match. Et ça a été une rupture parce que après j'ai eu honte, alors que finalement je devais rien à personne, mais et pendant 1 an, je suis pas retournée au judo. Donc ouais, j'ai eu une rupture, je me suis dégonflée. Ouais, je me suis dégonflée. Je me suis dit ça va être dur encore. Mais c'était mentalement, c'était dur. Partir comme ça, te retrouver avec des sports-études et tout ça, rejoindre des dirigeants de gros clubs qui sont pas tes entraîneurs. Et ouais, j'ai eu cette rupture. Donc j'ai fait preuve de faiblesse. Après, j'ai eu honte. J'ai pas eu de regrets, mais j'ai eu honte de moi. Ouais, j'ai eu honte. Non, vis-à-vis de ça, je suis en accord avec moi-même parce que de toute façon, j'étais arrivée au maximum de ce que je pouvais faire. Pour aller au-delà, il aurait fallu que je parte. À ce moment-là, mes parents n'avaient pas les moyens d'assumer des études financières ou un sport-études. Enfin, ils n'avaient pas les moyens de toute façon. À ce moment-là, je faisais aussi du basket. Je commençais à me régaler au basket. Je commençais à côtoyer des niveaux intéressants. Et quelque part, j'avais aussi envie de faire les deux. Mais j'aurais pu arrêter autrement. Voilà. Là, je me suis dégonflée. Mentalement. Voilà. Mentalement, je me suis dit, waouh, mais ça va être dur encore, tu vas être seule. Et puis c'est dur quand on perd. Quand on perd, c'est dur, c'est dur. Enfin, moi, au judo, quand je perdais, c'est dur. Parce que je gagnais souvent. Donc quand je perdais, c'était dur.
Et Du coup, t'étais seule pour, ouais, et puis j'avais analyser des tout ça. attentes. Comme je sortais d'un petit club, il y avait des attentes. Heureusement, mes parents, ils me mettaient aucune pression parce qu'ils venaient pas du tout me voir au judo. Donc ça, c'était cool parce que c'est quand même un sport, il faut s'y connaître un peu pour apprécier le combat. Mais j'avais des attentes parce que quand tu es dans un petit club et que chaque année tu fais des résultats, forcément, tu sens bien qu'il y a des attentes. Ça crée une sorte de pression. Et là, à ce moment-là, ben, j'ai pas eu les épaules. Voilà. Après, j'ai pas de regrets. Non, j'ai pas de regrets parce que ça m'a orientée autrement. Du coup, je suis plus rentrée dans le basket et là, j'ai vécu aussi Ouais, d'autres choses. c'est une épreuve et au début, en Ouais. fait, les 2 sont liés. Mais si tu veux, à partir du moment où j'ai compris, euh, après, il y a les difficultés de la vie aussi, hein. Moi, j'ai été élevée dans un environnement familial plein d'amour, mais avec des difficultés économiques très prégnantes. Donc ça aussi, ça t'oblige à te dire, bon, ben, à un moment, si plus tard tu veux ne compter sur personne, ben, il faut être autonome. Et l'autonomie, elle passe quand même par l'aspect financier. Donc moi, j'ai toujours fait des études, pas en me disant tu seras notaire ou tu seras ci ou tu seras ça, mais j'ai toujours fait des études en me disant tu auras un métier pour avoir une vraie indépendance financière. Et tout ça, ben, ça te nourrit. Tout ça fait que tu finis par compter que sur toi. Et tu finis par comprendre que la résultante de ta vie, c'est la résultante des efforts que tu donnes et des moyens que tu te donnes. Et quand j'ai passé des diplômes supérieurs et que je me suis rendu compte ben, de la force, hein, que j'avais tirée de tout ce parcours sportif et professionnel, ben, ça ne m'a pas du tout donné envie d'arrêter le sport. Je me suis dit, mais tu vas continuer à te nourrir de cet enseignement-là. Et puis après, ça devient des vases communicants. Parce que quand tu commences à travailler ben, et que tu te retrouves avec des collègues, ben, que tu te rends compte qu'il faut cohabiter, ben, tu te dis, mais c'est comme quand je suis dans une équipe. Tu cohabites. Tu n'es pas obligé d'être copine avec toutes tes coéquipières. Hein. C'est pas parce que tu joues avec elles et que tu transpires avec elles que c'est tes copines. Tu peux pas, dans une équipe de 10 filles, tu peux pas les aimer les 10. Ben, dans le monde du travail, tu peux pas les aimer tous. Mais tu commences à saisir ce que les uns et les autres peuvent t'apporter en positif et en négatif, et puis tu essaies de tirer le positif, et tu es encore dans la manipulation. Et c'est une manipulation, encore pour moi, c'est le coaching, hein, mais pour moi, c'est une manipulation. Mais c'est une manipulation que tu fais avec bienveillance. Mais ça reste de la manipulation. C'est pas un joli mot, mais moi, je peux pas définir ça autrement. C'est même dans l'intérêt de tout le monde. Ben, complètement. Complètement. Donc, quand tu rentres dans le monde du travail, que tu es toute jeune et que tu es en train de te dire, bah ouais, mais c'est pareil qu'avec les filles dans l'équipe, bah, tu as déjà fait la moitié du parcours puisque tu sais comment c'est. Et une question aussi que j'ai pas mal souvent et que je pose parfois, c'est comment tu crois en toi? Alors pour toi, ça se... Ouais, comment tu crois en toi? Alors, tu crois en toi d'abord, je pense que l'ancrage de la confiance que tu peux avoir en toi, c'est quand même la petite enfance. C'est quand même la petite enfance. Alors, on ne naît pas tous avec les mêmes qualités. Ok? Il y en a qui ont des qualités créatives, il y en a qui ont des qualités sportives, il y en a qui ont des qualités intellectuelles. Mais quand tu as la chance d'avoir, il y en a qui ont tout. Et quand tu as la chance d'avoir des parents qui inconsciemment repèrent ces qualités-là et disent toujours ah ouais mais c'est super, mais ça tu le fais bien et tout ça, ben toi déjà sur ce panel de qualités, tu as confiance. La place qu'on trouve, une fois qu'on l'a trouvée, ben, il faut la remplir. Et peu importe la place. Si ce n'est pas la place du premier, si c'est la place du deuxième, du 10e ou du dernier, il y a toujours dans cette place de quoi faire. Voilà. Moi, je suis persuadée qu'à partir du moment où on a choisi sa place, il y a de quoi faire. Et tout l'enjeu est de trouver comment nourrir cette place et comment nourrir les êtres qui te sont chers. Parce que finalement, c'est pas pour toi que tu le fais. Tu te rends compte que c'est pas pour toi. Cet enseignement que tu tires, il se transmet et il faut en faire profiter ceux qui te sont chers. Parce que si c'était que pour toi, à un moment, il n'y a plus trop d'enjeux. Ouais, c'est ça, À un moment, tu dis, bon, ben, ok, mais pour ça, pourquoi? Voilà. Donc, à chacun de trouver sa motivation, mais ce n'est pas une motivation ni professionnelle, ni de réussite, ni familiale. C'est la motivation que tant que tu es bien, eh ben, il faut faire en sorte, c'est une chance déjà, hein, d'être bien. Donc moi j'ai la chance quand même de me sentir bien dans ma peau, c'est une chance.
Donc j'ai peut-être eu beaucoup de chance aussi dans ma vie qui font qu'aujourd'hui je me sens bien dans ma peau. Mais je ne considère pas ça ni comme un acquis, ni comme quelque chose que j'ai gagné de haute lutte, tu vois. Il y a pas de médaille à me décerner pour ça. Simplement, je considère que c'est une chance et que cette chance, il faut qu'elle se nourrisse. Voilà. C'est trop cool parce que tu arrives à bien résumer les mots. Bienvenue dans un projet qui mêle sport et entrepreneuriat. Ne rate pas l'enseignement du prochain kilomètre.